Voici l'histoire de l'émergence du monde moderne telle qu'elle n'a encore jamais été racontée. Une perspective nouvelle qui montre comment la civilisation s'est propagée à travers le monde. Depuis l'aube de l'humanité et l'apparition des premières cités et des premiers empires, jusqu'à la croyance en un Dieu unique. Nous allons suivre l'avancée des peuples originaires du Proche-Orient. Une région extraordinaire qui, pendant des millénaires, a constitué un lien vital entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Un carrefour économique, scientifique et culturel. Accompagnez-nous dans cette odyssée fabuleuse. De l'Orient à l'Occident. Istanbul. La seule ville au monde située à cheval sur deux continents, l'Europe et l'Asie. Elle a jadis été la capitale de l'une des plus grandes puissances impériales de tous les temps, le vaste Empire ottoman. À mesure que le rêve d'une grande dynastie a pris forme, le sultanat ottoman est devenu une puissance majeure de l'Europe de la Renaissance. Le dynamisme et la sophistication de la cour du palais de Topkapi inspiraient crainte et fascination au sein de l'Empire ottoman et par-delà ses frontières. À son apogée, l'Empire était devenu invincible sur terre comme sur mer. Il était considéré comme un modèle absolu d'État, de commerce et de culture. Je trouve cet édifice fascinant, à la fois en tant que croyant et en tant qu'architecte. Mais un vent de changement allait menacer l'existence même de cet empire florissant. Un formidable bouleversement s'est opéré au XIXe siècle. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas survivre sans se tourner vers l'extérieur. Les liens étroits établis avec l'Occident allaient dès lors façonner l'Orient. Voici l'histoire des relations entre l'Empire ottoman et le monde occidental. Au XVIe siècle, l'Empire ottoman s'étendait sur 3 continents. Les Ottomans contrôlaient la plupart des pays de l'Asie occidentale, l'Afrique du Nord et l'Europe du Sud-Est. À la tête de la dynastie régnante se trouvait le sultan Sulayman, connu en Occident sous le nom de Soliman le Magnifique. En 1529, les 300 000 janissaires de la machine de guerre ottomane étaient aux portes de Vienne. Soliman s'attaquait au cœur même de l'Europe chrétienne, à un moment décisif de l'histoire. Après des mois de siège, les défenseurs de Vienne l'ont emporté.
Le siège prolongé et l'arrivée de l'hiver ont alors contraint le sultan à se replier. Mais si leur progression avait été enrayée à Vienne, les Ottomans maintenaient leur présence en Europe. Au sein de l'Empire, leur richesse et leur puissance semblaient intactes. Un objet inestimable conservé au palais de Topkapi symbolise l'étendue du pouvoir de Soliman. Voici l'une des épées du sultan Soliman, une de celles qui porte son nom. Elle reflète le raffinement de l'époque de Soliman. C'est une arme de très bonne qualité, à la fois simple et sophistiquée. Sur la lame, il y a un nom gravé, parfois des poèmes ou des prières. Mais en général, les épées personnelles du sultan indiquent son titre. Sultan Süleyman Shah bin Salim Shah. La fin de l'inscription est effacée, mais on devine le titre complet. Fabriquée il y a près de 500 ans, cette épée aurait été portée par Soliman lui-même lors d'une cérémonie, comme symbole de la magnificence royale. Elle montre que le sultan avait accès aux meilleurs matériaux et pouvait attirer les artisans les plus talentueux de tout l'Empire et des régions voisines. Les pierres précieuses provenaient généralement de l'extérieur de l'Empire. Ici, il s'agit d'un rubis. Les rubis venaient le plus souvent de pays comme l'Inde ou la Birmanie. Ces pierres proviennent du village de Firouz, en Iran, d'où leur nom de Firouzé en turc. C'est ce que les Occidentaux appellent des turquoises, qui signifie pierre turque. Cette carte a été réalisée vers 1560 pour le sultan Soliman par le cartographe Al-Hatchabou Al-Hassan. Les drapeaux ottomans flottant sur des villes comme Belgrade, Buda et Rhodes montrent que malgré le revers essuyé à Vienne, la plus grande partie de l'Europe se trouvait alors sous domination ottomane. Et ce n'est pas seulement sur terre que les Ottomans s'immisçaient dans les affaires de l'Europe. La flotte de guerre de Soliman était devenue un fléau pour l'Occident chrétien. Derrière le musée de la marine d'Istanbul se trouve un vaste entrepôt. Il abrite un butin inestimable. Des vaisseaux ottomans. Ces galères et caïques impériaux voguaient jadis sur la mer Noire et la Méditerranée. Aujourd'hui, une équipe s'attelle à leur redonner leur splendeur d'antan. Ces bateaux sont les reliques d'une époque où les Ottomans étaient reconnus tant par leurs alliés que par leurs ennemis, comme les seigneurs des mers. Nous nous trouvons ici sur le plus vieux, le seul exemplaire original de galère qui subsiste à ce jour. Il date du XVIe siècle. Aucun historien de la Méditerranée ne peut rester insensible face à un tel joyau. Chaque banc est prévu pour 3 rameurs. Il y a 24 bancs par rangée, ce qui fait au total 144 rameurs. L'ère des grandes découvertes était lancée. Les États européens s'employaient à coloniser le Nouveau Monde. Le commerce des épices s'étendait alors jusqu'à l'océan Indien. Les flottes ottomanes ont ensuite tenté de monopoliser ce commerce lucratif des épices en provenance de l'Orient.
Elles se sont emparées d'avant-postes stratégiques sur les rives et dans les îles, faisant de la Méditerranée leur chasse gardée. Afin de s'assurer le contrôle des voies de navigation, les Ottomans ont eu recours à une tactique ingénieuse. Les innombrables pirates et corsaires qui écumaient les mers étaient pour la plupart des pilleurs sans foi ni loi. Toutefois, en nouant des alliances secrètes, le sultan Soliman a promu au grade d'amiral les plus habiles d'entre eux. Cette miniature du XVIe siècle représente le sultan recevant le corsaire le plus célèbre de l'histoire ottomane. Khayreddin Pacha, dit Barberousse. Barberousse est l'un des personnages les plus charismatiques de l'Europe du XVIe siècle. C'est un véritable héros qui a été immortalisé dans des romans, des poèmes, des tapisseries murales, des chants, un peu sous toutes les formes. Sous le commandement de Barberousse, les Ottomans ont interrompu les échanges maritimes dont dépendait l'Europe. À travers toute la région, des villes entières ont vu leurs moyens de subsistance menacés. Bien que divisés par des conflits internes, les pays de l'Europe du XVIe siècle avaient désormais un ennemi commun. Les Ottomans représentaient une telle menace que l'Europe occidentale a constitué une sainte ligue pour se défendre. Deux des plus grandes flottes de guerre au monde se sont affrontées à Lépante, au large des côtes grecques. La bataille de Lépante est souvent considérée comme un point de rupture. Face à la prise de Chypre, les grandes puissances, la papauté, l'Espagne et Venise, ont aussitôt réagi en formant une alliance. Elles étaient déterminées à régler la question une bonne fois pour toutes. Et les Ottomans se sont fait écraser. Au cours de la bataille, les Ottomans ont perdu 4 fois plus de vaisseaux et 2 fois plus de soldats que les Européens. Lépante a été célébrée par la Sainte Ligue comme une victoire majeure. Les Européens nourrissaient désormais l'espoir de regagner le contrôle de la Méditerranée. Le mythe de l'invincibilité ottomane était ébranlé. En Occident, cette bataille navale est traditionnellement perçue comme un tournant majeur dans la lutte contre les Ottomans. Pourtant, aux yeux de l'Orient, cette défaite n'était qu'un simple revers. En l'espace d'un an, les Ottomans ont reconstitué leur flotte. Lépante était loin d'avoir réduit à néant la puissance ottomane. Dans leurs relations avec les Ottomans, les puissances commerciales européennes s'efforçaient de maintenir un équilibre délicat entre alliance et défense. Des ambassadeurs de François Ier et de la reine d'Angleterre Élisabeth Ier ont été envoyés en mission diplomatique à la cour ottomane. Des traités d'amitié et de commerce étaient devenus essentiels au maintien des relations. Cette miniature ottomane représente Jean II, roi de Hongrie, rendant hommage à Soliman. Elle montre l'influence constante des Ottomans sur le monde occidental. On ne peut pas parler de l'Europe sans évoquer les Ottomans et inversement. Ce n'est pas seulement vrai à l'époque de Soliman, ça se vérifie du début à la fin de l'Empire ottoman. L'identité européenne s'est construite à la fois sur la base de cette alliance et de cette opposition aux Turcs. Les deux entités se sont forgées mutuellement.
Au palais de Topkapi, les ambassadeurs occidentaux ont découvert une cour fabuleuse de par sa richesse, son raffinement et son faste, qui égalaient ceux des plus grandes cours de la Renaissance européenne. Leurs récits vantant la splendeur de la cour de Soliman ont valu à ce dernier le nom de Soliman le Magnifique. Mais le plus grand legs laissé par Soliman est sans doute un système de gouvernement qu'il a créé et qui est toujours utilisé aujourd'hui un peu partout dans le monde. La seconde partie du règne de Soliman est marquée par la création du premier gouvernement moderne. Ce gouvernement reposait sur une armée régulière, un système fiscal solide et une bureaucratie forte. En le prenant pour exemple, les gouvernements européens ont ouvert une ère nouvelle, inspirée par les principes de l'État moderne. Topkapi n'est pas seulement devenu une référence en matière de gouvernance, c'était également un modèle de création artistique. Mariant les divers styles de l'Occident et de l'Orient, les Ottomans y ont forgé leurs propres moyens d'expression. Les successeurs de Soliman ont perpétué la tradition ottomane et ajouté dans l'enceinte du palais de multiples cours, pavillons et jardins sophistiqués. Une équipe de restauration s'attache à reproduire le travail de maîtres artisans de l'époque classique. Les faïences du palais de Topkapi sont de très bons exemples de faïences de l'ère ottomane. En ce moment, on repeint les parties restaurées des carreaux originaux en utilisant exactement les mêmes couleurs. Le pavillon Revan a été construit en 1635 pour célébrer la conquête d'Erevan, actuelle capitale de l'Arménie. Il constitue un chef-d'œuvre de l'héritage artistique ottoman, alimenté par d'incessantes conquêtes. Vers la fin de son règne, à l'âge de 54 ans, Soliman avait atteint le sommet de sa puissance. Il désirait laisser une trace durable sur la ville d'Istanbul, un symbole de la magnificence de son règne, visible aux yeux de tous. Il a alors fait appel à un bâtisseur de génie, un homme du nom de Sinan. Principal architecte de l'Empire pendant 50 ans, Sinan avait conçu et érigé des centaines de monuments ottomans, de Damas à la capitale. Soliman lui a demandé de bâtir le complexe le plus monumental de l'histoire d'Istanbul, la mosquée de Soliman ou mosquée sulémaniée. Elle est l'expression ultime de la puissance de l'État ottoman. Aujourd'hui encore, cet édifice offre une vue à couper le souffle sur la ville. Outre la mosquée, Sinan a fait ériger 4 écoles, une soupe populaire, un hammam, un caravansérail, un hôpital, ainsi que le tombeau qui serait la dernière demeure du sultan Soliman.
La mosquée Süleymaniyye est rapidement devenue le point central de la ville. Des gens venus des quatre coins de la ville s'y rassemblaient chaque vendredi pour prier. C'était l'occasion de retrouver des amis, des connaissances, des personnes qu'ils n'avaient pas vues depuis longtemps. Ils prenaient plaisir à discuter, à être ensemble, comme autrefois les Grecs sur l'Agora ou les Romains sur le Forum. C'est la continuation moderne d'une tradition antique. En architecture, les bâtiments ne sont pas jugés en fonction de leur hauteur ou de leur taille, mais plutôt en fonction de leur luminosité. Les structures en dôme de Sinan sont les plus lumineuses d'entre toutes. Dans les églises, on se sent parfois tout petit. Ici, vous avez des luminaires suspendus au plafond. Ça redonne une dimension humaine et on se sent moins écrasé. Cette harmonie de formes géométriques complexes marque l'aboutissement des efforts déployés toute sa vie durant par Sinan. Il a voulu créer un espace unifié et reproduire dans la pierre la vision ordonnée du monde qui caractérisait les Ottomans. Les Ottomans chérissaient le concept d'ordre du monde. Ils attachaient beaucoup d'importance à l'ordre. Ils s'organisaient très méthodiquement et avaient l'esprit pratique. Quand ils faisaient un travail, ils le faisaient jusqu'au bout. Et ils faisaient en sorte que le résultat soit durable. La fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe sont traditionnellement considérés comme le début du déclin de l'Empire ottoman. Pourtant, celui-ci était alors florissant. Il s'étendait à travers l'Afrique, l'Asie et l'Europe, d'Alger jusqu'à Mossoul et de Médine jusqu'aux portes de Vienne. Les Ottomans contrôlaient les carrefours des routes commerciales reliant chaque continent et sous-continent de l'Asie à l'Europe. Les marchands ottomans prospéraient dans les capitales et les provinces côtières. La petite ville de Birgi, à l'ouest de l'Anatolie, a conservé son caractère ottoman. Entre les maisons traditionnelles, subsiste un vestige de cette période d'opulence. Construite en 1761 et préservée en grande partie dans son état d'origine, la résidence de Chakir Aga apparaît à première vue comme une maison en bois typique de l'Anatolie occidentale. Ce magnifique bâtiment de 3 étages appartenait à Chérif Ali Aga, le propriétaire de la tannerie locale. Toutefois, les détails de l'ornementation révèlent que le monde de Chérif Ali Aga s'étendait bien au-delà de l'Anatolie. Des motifs occidentaux reflètent les idées apportées dans les ports ottomans par les marchands français, anglais, hollandais et vénitiens circulant à Birgi.
Et derrière ces frises se cache une histoire. Les deux épouses de Chérif Ali Aga, originaires pour l'une de la ville animée d'Istanbul et pour l'autre du port de commerce d'Izmir sur la mer Égée, se languissaient de leur ville natale. Pour leur être agréable, leur mari fit peindre leurs villes respectives sur les murs de leur chambre. Izmir dans cette pièce-ci, Istanbul dans celle-là. Ces reproductions illustrent ce qui a été le moteur économique de l'Empire ottoman à plus de 500 km au nord. L'avènement de l'époque moderne allait poser de nouveaux défis aux Ottomans. La pression et l'influence de l'Europe se faisaient désormais sentir jusqu'à Istanbul. L'élite ottomane a été l'un des vecteurs du changement. Aujourd'hui encore, lorsqu'on navigue sur le Bosphore, on perçoit les effets de cette période de transition. Le Bosphore est révélateur du changement qui s'opère à cette époque. Au XVIIIe siècle, le centre-ville éclate. Le palais n'est plus confiné dans l'enceinte de la ville. Le Bosphore commence à apparaître aux yeux des sultanes, des hauts dignitaires et du sultan lui-même comme un lieu où on peut parader, faire étalage de sa richesse, en faisant construire ces nouveaux types de villas au bord de l'eau. Sur ces rives ont fleuri de luxueuses demeures de style occidental. Ces résidences sont généralement construites de sorte qu'on puisse profiter de la vue sur le Bosphore. Le reste du terrain est utilisé comme un immense jardin où on peut installer son harem, entre autres, mais la propriété elle-même est implantée au bord de l'eau. Et c'est une toute nouvelle façon de profiter de la ville. Cette nouvelle culture du plaisir n'était pas l'apanage de l'élite ottomane. Un nombre croissant de diplomates européens venaient s'installer dans de splendides nouvelles ambassades bâties au bord de l'eau. Le Bosphore est devenu un grand canal. Comparé à Venise, c'est un immense canal où les gens affichent leur puissance à travers leur résidence, par leur simple présence sur cette portion de littoral. Cette majestueuse voie navigable marquait la frontière entre l'Europe et l'Asie. Elle constituait une importante route commerciale depuis l'Antiquité. Alors que les échanges entre l'Europe et les Amériques commençaient à éclipser les vieux marchés méditerranéens, peu à peu, un nouvel ordre mondial s'est fait jour. Au XVIIIe siècle déjà, on sent que la société évolue. La Méditerranée est marginalisée. Pareil pour les Ottomans, Venise, les Espagnols. Les valeurs montantes, ce sont les économies atlantiques, les Hollandais, les Anglais, dans une certaine mesure les Français. Le monde évolue, l'équilibre du monde évolue. Et dans ce nouveau monde, les Ottomans sentent qu'ils n'influent plus sur la modernité, sur le cours des événements. Depuis la Révolution française en 1789, l'étincelle du nationalisme s'était enflammée au sein de l'Empire ottoman. Dans un monde nouvellement industrialisé, une grande vague de troubles sociaux et politiques a commencé à monter. Avec l'appui des puissances européennes, les minorités non musulmanes ont réclamé leur indépendance vis-à-vis de l'État ottoman. En 1827, ce dernier a subi un coup dur. Au cœur de la guerre d'indépendance grecque, la France, le Royaume-Uni et la Russie ont anéanti la flotte ottomane lors de la bataille de Navarin. Le nationalisme avait commencé à déchirer le monde ottoman.
En 1830, les Ottomans ont été contraints de reconnaître l'indépendance de la Grèce. Par ailleurs, leur contrôle sur l'Égypte n'avait guère plus de réalité que son nom. En 1875, cela a été au tour de la Serbie, du Monténégro, de la Valaquie et de la Moldavie de déclarer leur indépendance. Enfin, en 1878, les Ottomans ont perdu le contrôle de la Bulgarie, de la Bosnie-Herzégovine et de la Roumanie. Dans une région ravagée par la guerre, la carte de l'Empire se redessinait peu à peu. Il devenait urgent d'empêcher sa désagrégation complète. Ce décret royal s'inscrivait dans un mouvement de réforme qui allait transformer définitivement l'État ottoman. Le Tanzimat, un mot signifiant réorganisation. L'élite ottomane s'est employée à restructurer l'administration en s'inspirant cette fois du modèle ouest-européen. C'est dans l'armée que se faisait le plus vivement sentir cette nécessité de réorganisation. Des uniformes et des pièces d'artillerie ont été importés depuis l'Angleterre et la France. Peu à peu, une armée ottomane moderne s'est mise en place. Le sultanat ottoman devait prévenir les offensives extérieures à l'est comme à l'ouest et réaffirmer sa suprématie jusqu'aux confins de l'Empire à travers des symboles forts. Nous sommes ici à plus de 1200 km d'Istanbul, à l'est de l'Anatolie. Sur la route de la soie, près de la frontière iranienne et face au mont Arafat, les effets du nouvel ordre mondial émergent sont des plus visibles. Ils se manifestent sous la forme du palais d'Ishak Pacha. Cet extraordinaire palais fortifié était essentiel pour contrôler ces rudes territoires frontaliers. Il a constitué un noyau stratégique au cours du conflit territorial qui a opposé 2 ans durant les empires ottomans et perses au début du XIXe siècle. Ce monument est à lui seul un véritable carrefour de civilisation. Son architecture flamboyante marie les styles perses, géorgiens, arméniens, seldjoukides, ottomans et occidental. L'intérieur rappelle à plus d'un titre le palais de Topkapi en version miniature. Le palais comporte des cours de justice, un harem et une magnifique mosquée privée aux dimensions impériales. Des inscriptions coraniques très stylisées ornent les murs. Édifié à la demande du gouvernement central, ce palais a été étroitement contrôlé depuis Istanbul pendant près de 200 ans. C'est le symbole ultime de la puissance ottomane dans l'Anatolie orientale. La marque des efforts déployés par les Ottomans pour maintenir leur emprise, même sur les territoires les plus reculés de leur empire. En Syrie, le gouvernement central ottoman s'est également assuré un contrôle étroit de la route sacrée du Hadj. Damas, joyau de la couronne ottomane et reflet de la richesse de l'Empire. Profitant à la fois des marchandises d'Extrême-Orient acheminées par la route du Hadj et du commerce européen transitant par les ports de Méditerranée orientale, cette cité est devenue la vitrine du modernisme ottoman.
Au cœur de la vieille ville, dans un enchevêtrement de ruelles, se trouve un trésor du 19e siècle. Érigé en 1830, Beit Nizam abritait jadis de riches familles de commerçants. À première vue, il s'agit d'une maison damascène traditionnelle. Les maisons damascènes sont toutes bâties sur le même modèle. Tout tourne autour d'une cour intérieure. C'est l'élément central. On a une grande cour avec des arbres, des fontaines. Et sur le côté sud, toujours cet iwan où l'on reçoit les invités. Pourtant, à y regarder de plus près, on découvre des indices révélant les liens étroits qui existaient entre Istanbul et Damas au 19e siècle. Dans ce cadre arabo-ottoman, diverses influences, anciennes et nouvelles, se reflètent sur les murs. Les motifs que vous voyez là-bas sont très typiques. Ils datent probablement du XIIIe siècle. Plus tard, aux alentours des années 1830, on voit apparaître des choses nouvelles. C'est ce qu'on appelle le baroque ottoman, un style beaucoup plus voluptueux, avec un relief bien plus marqué, des sculptures tridimensionnelles très chargées. Le baroque ottoman est un épisode très particulier de l'histoire de l'architecture d'intérieur, car il est directement lié aux tentatives de modernisation de l'Empire ottoman. Cette maison révèle que les réformes menées par le sultan Mahmoud II avaient réussi à améliorer les relations entre le palais et les provinces. Ici, c'est ce qu'on appelle le monument aux grands hommes. Vous voyez ces grandes sculptures, ce stuc doré, ce décor pompeux et très chargé est directement inspiré du château de Versailles. Mais en fait, il vient d'Istanbul. Au lieu des murs blancs typiques des maisons damascènes, on trouve ici des fresques de style italien. Istanbul était devenu un symbole de modernité pour l'ensemble du monde ottoman. Vous avez ici des paysages d'Istanbul, un dôme, un minaret. On mêle l'identité ottomane islamique à la richesse et à la force du style baroque, très en vogue à l'époque en Europe. Maintenant, regardez le plafond. On voit immédiatement les symboles du sultan ottoman. Tout cela exprime la volonté de se moderniser et de suivre l'évolution de la culture européenne, d'être sur un pied d'égalité avec elle, tout en conservant l'identité ottomane en période de crise et de tension. Pourtant, malgré les efforts faits pour consolider l'Empire, l'axe central de l'économie et de la politique mondiale se décalait inéluctablement vers l'Ouest. Les usines des pays européens, nouvellement industrialisées, tournaient à plein régime. Les étals des bazars ottomans ont peu à peu été inondés de biens d'équipements ménagers et même de tissus en coton fabriqués en Europe. Les caisses de l'Empire se vidaient à toute vitesse. Des pays comme la Grande-Bretagne et la France ont alors profité de leur avantage économique pour exiger des traités commerciaux plus favorables. Au fil des interactions entre ces deux mondes, la culture ottomane a marqué durablement l'Europe occidentale. La fascination pour le monde ottoman a été l'une des composantes d'un nouveau mouvement intellectuel né en Occident, l'orientalisme. Pour la première fois, des traductions de grandes œuvres du Proche-Orient, telles que les Roubaïtes d'Omar Khayyam ou les Mille et une nuits, sont apparues sur les marchés occidentaux. Les traducteurs étaient des voyageurs européens. Dans le cimetière de Mortlake, près de Londres, se dresse le tombeau de l'un des plus célèbres aventuriers orientalistes.
Richard Burton, traducteur des Mille et une nuits. L'impact des Mille et une nuits sur la littérature britannique du XVIIIe, XIXe et XXe siècle est énorme. Je pense qu'aucun autre livre, excepté la Bible, n'a eu une telle influence. À l'intérieur du tombeau se trouvent des objets réunis lors de ses voyages à travers le Proche-Orient. Les objets suspendus ici ont été acquis à l'époque où Isabelle et lui étaient à Damas. Quand il était consul là-bas, il a accumulé toutes sortes d'objets. Il tenait beaucoup à ses cloches de chameau. Elles avaient une valeur symbolique à ses yeux. Richard Burton a effectué des voyages clandestins à la Mecque et à Médine. Il a été l'un des premiers Européens à explorer les terres lointaines et relativement inconnues du Hadj. C'est la Société londonienne de géographie qui a financé, non sans quelques réticences, ce pèlerinage extrêmement dangereux. Burton était déguisé, et si sa couverture avait été démasquée, si on avait su qu'il était un infidèle, il se serait fait tuer sur place. Je pense que son amour pour l'Orient était lié à la répulsion qu'il éprouvait envers la société britannique. Sa rigidité, son conformisme victorien, son manque de fantaisie. Il préférait de loin l'islam au christianisme. Les contes traduits par Richard Burton ont été célébrés comme des chefs-d'œuvre de la littérature du XIXe siècle. Mais ils donnaient du Proche-Orient l'image d'un monde rempli d'intrigues et d'incertitudes. Captivés par ces récits, des peintres ont voyagé à leur tour en Orient et ces terres leur ont inspiré des scènes idéalisées. Dans leurs œuvres se mêlent souvent sensualité et violence. Ce qui est fascinant à cette époque, c'est que l'Orient est dépeint tantôt comme un paradis, tantôt comme un enfer. On a donc ces deux versions, d'un côté les morts, les Turcs sanguinaires, de l'autre, cette idée très romantique d'un monde mystique, sensuel, où tout est merveilleux, où flotte un parfum suave. C'était l'époque du colonialisme. Et c'est presque comme si l'Occident disait « Nous sommes à la tête d'une partie de l'Orient. Nous l'avons presque dévoilé. » Mais c'est également un monde très difficile d'accès, qui a son propre mystère. Et je crois qu'ils l'ont compris en le peignant. Même si l'Occident est physiquement présent dans de nombreux pays orientaux, il n'a toujours pas perçu l'essence même de l'Orient. Dans la réalité, les sultans successifs se battaient pour maintenir la cohésion de peuples de plus en plus disparates. Les réformes du Tanzimat ont rompu avec la tradition, abolissant l'ancien système de Millet et octroyant aux communautés minoritaires un statut égal à celui des citoyens musulmans. Dans ce décret impérial, le sultan Abdulmejid Ier assurait que toute discrimination à l'égard d'un quelconque de ses sujets, sur la base de sa religion, sa langue ou sa race, serait définitivement supprimée du protocole administratif. En même temps qu'ils redoublaient d'efforts pour se maintenir au niveau de l'Occident, les sultans ottomans ont transféré leur pouvoir impérial dans un nouveau lieu. Aujourd'hui, des gardes continuent de veiller sur le palais de Dolmabahçe. Bel exemple du style rococo, celui-ci n'a rien à envier aux châteaux européens. Cet édifice somptueux représente l'apogée de l'ère du Tanzimat.
Mais s'il possédait en apparence tous les attributs d'une grande nation européenne, l'Empire ottoman ne s'était occidentalisé qu'en surface. Derrière la riche façade du palais, les limites des réformes commençaient à se faire sentir. Les efforts de l'administration ottomane n'avaient pas suffi à convaincre l'ensemble des nations de l'Empire que leur futur était dans cette cohésion. Le Tanzimat a très bien commencé dans les années 1840-1850. Mais il était voué à l'échec, car il est très difficile pour un empire de se transformer de façon à répondre à tous les besoins, toutes les exigences de plusieurs États-nations. Il était condamné d'avance, parce qu'il était trop complexe, trop moderne pour une structure comme l'Empire ottoman. Le palais de Dolmabahçe est agrémenté de meubles et d'ornements raffinés provenant essentiellement d'Europe. Pièce maîtresse de la salle de cérémonie, ce lustre, présent de la reine Victoria d'Angleterre, est le plus grand lustre en cristal de Bohême au monde. Il domine la salle, symbole de l'influence des puissances européennes au cœur même de l'administration ottomane. L'occidentalisation a été un processus très coûteux. Jusqu'en 1850, l'Empire ottoman était le seul empire à pouvoir se vanter de n'avoir jamais contracté de dette extérieure. Mais il commence ensuite à devenir tributaire des capitaux européens. Le palais de Dolmabahçe est un véritable déploiement de puissance. C'est l'incarnation d'un empire moderne, ou qui tente de se moderniser. Bien sûr, tout cela a un prix. Et ce prix, c'est la dette ottomane. Elle coïncide plus ou moins avec la construction du palais dans les années 1850. Mais le palais n'est qu'une goutte d'eau dans cette dette monumentale qui va contraindre l'Empire à déclarer officiellement faillite en 1875. Une réforme politique s'imposait pour assurer la survie de l'Empire. C'est dans cette salle qu'a été annoncée en 1876 la formation du premier Parlement ottoman. Une mesure qui allait s'avérer insuffisante. Malgré la poursuite des efforts de modernisation, le déplacement de l'axe économique et politique vers l'ouest allait sonner le glas de la suprématie ottomane. Il y a cependant eu une ultime tentative pour rassembler la majorité islamique de l'Empire. Ce dépôt ferroviaire oublié, au sud de Damas, était jadis l'une des principales étapes du pèlerinage de la Mecque. Ces vieilles locomotives sont les témoins silencieux d'une page importante de l'histoire du Proche-Orient. Autrefois à la pointe de la technologie, ces machines ont transporté les premiers pèlerins en 1908. Ces derniers empruntaient le chemin de fer du Hedjaz, une voie ferrée construite sous le règne du dernier sultan ottoman, Abdulhamid II.
Tout au long de l'histoire de la civilisation musulmane, les sultans et les califes ont veillé au bon déroulement du pèlerinage annuel. C'était un moyen pour eux de légitimer leur pouvoir. S'ils protégeaient les pèlerins, les villes saintes, c'étaient de bons chefs musulmans. Le sultan Abdulhamid a donc associé ce droit sacré à l'industrie moderne. La voie ferrée suivait l'ancienne piste des caravanes de chameaux. Grâce à elle, le voyage, au lieu de prendre 40 jours, n'en prenait plus que 4. La ligne passait par Damas et aboutissait à Médine. Dans cette période troublée, elle a aussi apporté l'innovation dont la région avait tant besoin et renforcé les liens entre l'Empire ottoman et des territoires islamiques clés. Le chemin de fer incarnait le projet d'union islamique cher au sultan. Son ambition était de rassembler les musulmans au sein de l'Empire et au-delà. 1600 km de voies ferrées ont été posées dans un désert impitoyable au cœur de l'Arabie et à travers les montagnes du Hedjaz. La main-d'œuvre était constituée de conscrits turcs, l'acier était importé de Belgique et la maîtrise technologique était assurée par des ingénieurs allemands. Le sultan Abdulhamid a fait appel au savoir-faire industriel européen. L'industrie allemande a joué un rôle majeur dans la construction de cette voie ferrée. Vous avez ici une plaque allemande et une plaque arabe, ce qui illustre la coopération entre sociétés allemandes et ottomanes. Face à l'endettement croissant de l'Empire ottoman, le projet du Hedjaz semblait un rêve impossible. Heureusement, un tiers du coût de ce vaste projet public a été financé par des dons. Des musulmans du monde entier ont participé à cette grande entreprise pan-islamique dont le but était d'aider les pèlerins à atteindre la Mecque. Dès son ouverture, la ligne de chemin de fer a transporté des milliers de fidèles. Mais elle a également été prise pour cible. Au cours de la Première Guerre mondiale, le chemin de fer du Hedjaz a été irrévocablement endommagé par les attaques alliées. La liaison entre l'Empire ottoman et la Terre Sainte était rompue. Le train n'irait plus jamais jusqu'à Médine. Le projet du Hedjaz avait été une belle réussite pour le monde islamique, mais il n'avait pu endiguer la vague du changement. Paralysée par les troubles civils et criblée de dettes, la dynastie ottomane vivait ses derniers jours. C'est au lendemain de la Première Guerre mondiale que s'est achevée l'histoire de cet empire, l'un des plus grands et des plus durables que le monde ait jamais connu. À son apogée, l'Empire ottoman s'étendait d'Alger jusqu'à Mossoul et de Médine jusqu'aux portes de Vienne. Pendant des siècles, les Ottomans ont contrôlé la région la plus dynamique du monde. Depuis les temps anciens, cette terre a modelé le monde moderne, lui donnant l'agriculture, les villes et la croyance en un Dieu universel. Elle a engendré les esprits brillants qui ont jeté les fondements de la Renaissance européenne. Depuis 12 000 ans, ce carrefour de l'Orient et de l'Occident inspire l'histoire de la civilisation. Une histoire qui continue de s'écrire.
La semaine prochaine, nous assisterons à une expédition au cœur de l'Amazonie, dans une région tellement isolée que même les satellites ne la détectent pas.